À ceux qui disent « la liberté n'a pas de prix », on peut opposer une notion plus juste, la liberté a un prix. Certes, la liberté est un droit fondamental, mais toute l'histoire nous apprend qu'elle nécessite un engagement total, au prix parfois de sacrifices. Il y a 10 ans était créé TV Liberté. Son fondateur et ses soutiens étaient conscients que la défense de cet idéal nouveau impliquerait bien des engagements, des enjeux et des périls. 10 ans plus tard, les défis ont été relevés avec succès. TVL, contre vents et marées, insultes et censures, a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Elle l'a fait pendant la manif pour tous, le soulèvement des bonnets rouges et des gilets jaunes, la fronde sociale. Elle l'a fait avec courage pendant la crise sanitaire, au cours du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et elle le fait avec sérieux et clairvoyance pour les répercussions de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est cet esprit de liberté et de rébellion qui est salué par les 5 millions de téléspectateurs qui chaque mois regardent nos programmes sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique, prise dans nos poches par l'État, est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 €. 0. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Ensemble, continuons de faire progresser TVL. Une notoriété, un outil et une arme contre les mensonges, les falsifications, la bien-pensance, la soumission. Nous avons besoin de votre aide personnel, parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. TVL se fait un devoir de présenter toutes les initiatives qui visent à défendre l'esprit français, et cela dans tous les domaines. Alors pour ça, je suis très heureux d'accueillir Lucas Chancerelle pour évoquer le NIE. C'est un incubateur de projets enracinés. On va en parler directement avec lui. Lucas Chancerelle, bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être là. Vous êtes juriste en charge du développement donc, de cet incubateur d'entreprise pour... Dès le départ, en fait, on va se poser 2 questions très simples avant de partir à la découverte du NIE. C'est, première précision, qu'est-ce qu'un incubateur ? Et deuxièmement, quel est votre lien avec l'Institut Iliad ? Merci de m'avoir invité. Un incubateur, c'est un service d'accompagnement aux entreprises. On va structurer les projets sur le plan juridique, sur le plan commercial, sur le plan budgétaire. Tout ce qu'il faut pour que le projet fonctionne. Ça dure entre 3 et 6 mois. C'est ce qu'on appelle l'incubation. Et à l'issue, on va présenter le projet à des investisseurs. Le lien avec l'Institut Iliad, c'est que nous sommes, parmi les membres dirigeants de l'équipe du NIE, des auditeurs de l'Institut Iliad, mais nous sommes une structure différente, une organisation autonome. Nous assumons néanmoins un lien avec l'Institut pour la longue mémoire européenne. On en reparlera parce que ça donnera bien évidemment corps à la notion d'enracinement que vous proposez ou d'engagement. Vous accompagnez donc, j'ai bien compris, les entreprises, aussi les associations, je ne me trompe pas. Tout à fait. À travers, vous dites, 3 piliers d'intervention. Je les ai devant moi, je vous laisserai les rappeler. Mais j'ai envie de vous dire, quand je lis ces piliers que vous allez rappeler, c'est un peu comme les 400 autres incubateurs qui existent en France. C'est un type de structure qui se démultiplie, mais qu'est-ce qui vous singularise ?
C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'incubateurs en France. C'est un phénomène qui est en forte croissance. Nous sommes l'incubateur des projets enracinés qui défendent le patrimoine et le terroir français et européen. C'est ce qui nous différencie, c'est notre angle d'approche. Les 3 piliers d'intervention, comme je l'ai dit, c'est l'accompagnement du projet. Par exemple, juridiquement, il faut créer les statuts, faire les contrats. Donc tout ça, l'ONI peut s'en occuper. Le 2e pilier, c'est l'accès à un réseau d'experts et de mentors de plus de 30 personnes. Et le 3e pilier, c'est la possibilité de donner accès à nos projets à des réseaux d'investissement. C'est un financement d'aide au lancement, en fait, de ces... Ou du passage à l'échelle, si le projet est déjà lancé et que vous souhaitez accélérer. Voilà. Et là, sur cette notion-là, vous êtes en capacité de rivaliser avec des incubateurs qui sont soit abrités par des banques, je pense au Crédit Agricole, par des grandes écoles, je pense à HEC, par des industriels, je pense à Xavier Niel, pas si loin de nous d'ailleurs, pas si loin de nous physiquement, hein, géographiquement, ou des universités. Est-ce qu'on peut rivaliser ? Vous savez, il y a des gens en France qui ont nos idées, beaucoup plus qu'on ne le croit, et des gens qui ont des moyens, qui souhaitent les mettre à disposition de ces entreprises. Et nous avons des partenariats avec plusieurs fonds d'investissement qui partagent nos valeurs. Alors, votre incubateur fonctionne, pour que nous soyons encore là très précis, en 2 structures et 2 pôles. Alors, c'est un peu techno, mais en fait, dans la réalité, c'est une équipe dirigeante, Gauthier Brioude, qui est votre président, vous-même pour le juridique, Paul pour la finance et Maëlys pour le marketing, et 2 structures et 2 pôles. C'est assez simple à expliquer, mais je lui laisse le faire. Oui, merci. C'est la tambouille interne d'Uni. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs, mais on a une association pour aider gratuitement les projets associatifs et une SAS qui va, elle, prendre des parts dans les projets qu'on accompagne parce qu'on ne facture pas nos prestations. En revanche, on privilégie un partenariat de long terme avec les projets en prenant des participations au capital. Et au sein d'Uni, il y a effectivement 2 pôles. Un pôle incubation qui s'occupe du suivi resserré des projets et un pôle développement dont je m'occupe qui va s'occuper d'aller chercher des nouveaux partenaires, médias, investisseurs, experts. Quel est le processus d'incubation pour une entreprise ou une association ? C'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe ? Eh ben, Martial Bill a un projet d'entreprise. Il vient nous voir, il nous contacte. Je l'ai fait il y a 10 ans. Eh bien, vous pouvez un jour avoir une nouvelle idée. Vous nous contactez à contact@incubateurleni.fr. On va avoir une visio ensemble. On va étudier votre projet, voir si l'ONI peut vous apporter quelque chose. Et si on tombe d'accord, eh bien, le processus d'incubation commence. Il va durer entre 3 et 6 mois, ça dépend de vos ambitions et de vos besoins. Et à l'issue, vous avez accès à toutes les ressources que j'ai données. Nous sommes à l'orée de 2024. Ça, c'est pas une information très importante, mais c'est le nombre de projets que vous avez eu en cours d'accompagnement l'année passée. J'ai comptabilisé, c'est au nombre de 6. Ce serait d'ailleurs même assez intéressant de montrer quel est ces 6 projets, voire ces 8 projets en cours d'études sur 2023. Oui, alors je ne vais pas tous les citer pour des raisons de confidentialité. Certains projets ne veulent pas être forcément affichés. Néanmoins, il y en a dans le domaine du textile français, de l'esthétique française. Il y en a dans le domaine du chant populaire, celui-ci on peut le citer, c'est Canto, le projet Canto qui a fait parler de lui, donc une application de chant traditionnel. Qui a fait parler de lui. Ah oui, parce que le président de la République a chanté avec... Notamment. Mais c'est aussi un très beau projet qui vise à faire revivre le chant traditionnel et faire rechanter les Français ensemble. On a l'application Populi. Populi, qui est une application de sondage alternatif, d'aide à la décision, en fait, pour les décideurs publics, les maires, les chefs d'entreprise. On a d'autres projets qui sont plus axés sur le foyer, voilà, sur le domaine de la famille. Mais tous ces projets ont globalement un intérêt métapolitique. Alors ça peut être un sujet qu'on va aborder ensuite. Les Prohibés, vous en avez parlé, sont venus à TV Liberté. Les Prohibés, c'est un projet qu'on a accompagné également. Donc ça, c'est une plateforme pour les artistes et les artisans enracinés. Un site internet de vente aussi. Voilà, que nous avons reçu sur TVL, toujours dans cette volonté de vous présenter toutes les initiatives qui existent. Elles sont par milliers, et c'est tant mieux. Et Canto, je le précisais, donc, avec la participation du président de la République, un tout petit peu à l'insu de son plein gré quand même. Oui, mais bon, ça fait finalement une bonne pub pour Canto. Voilà, donc c'est lors d'une soirée, il voit un groupe de chanteurs de Canto, il s'associe à eux, ça lui sera beaucoup reproché, mais je pense pas qu'il s'en est... Je pense qu'il a passé un bon moment. Pour une fois. Oui. Il y a déjà un nombre de projets importants à l'étude pour 2024. Gauthier Brioude parle de 10. Et là, je me suis dit, qui trop embrasse mal les trains, est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne ?
Mais ça vous fait sourire. Je vous remercie de me le faire remarquer, mais oui, c'est ambitieux. Nous sommes ambitieux, nous avons une équipe et des moyens à disposition, parce qu'il y a un vrai besoin sur le sujet de l'entrepreneuriat dans notre milieu, au sens large. Et donc, on a cette ambition de 10 projets. Il y a des gens qui sont à plein temps sur le nid, donc on peut s'occuper de ces projets comme il le faut. Et parmi les 10, vous pouvez nous citer, je on vais est pas toujours dans la même... Bah si. Vous spoiler, mais globalement, il y a des projets qui sont concernant la restauration. Voilà, la restauration, l'aspect culinaire aussi de notre civilisation. Il y a des projets qui vont plutôt gérer le patrimoine des diocèses, parce que malheureusement, le patrimoine des diocèses, parfois, tombe en désuétude. Le patrimoine est laissé à l'abandon et il faut le gérer. On a... Quoi d'autre comme projet que je pourrais vous citer? Une plateforme de crowdfunding très intéressant, je trouve. Qu'est-ce que c'est le crowdfunding? Alors le crowdfunding, c'est un financement participatif. Je voyais vous parler de holding, de spoiler, etc. et tout. Bien sûr. Donc on va essayer de traduire tout cela. Alors le crowdfunding, c'est du financement participatif auprès d'un large public qui donne des petits montants. Le problème des plateformes de crowdfunding qui existent, comme Tipeee par exemple, c'est qu'elles sont politisées. Elles sont politisées contre les projets de notre bord, encore une fois au sens large. L'intérêt de créer ce genre de plateforme, c'est de pouvoir faire des cagnottes en toute sécurité et en toute confiance. C'est un sujet très actuel quand on voit que le compte bancaire du collectif Némésis ou de Braise Info sont fermés et quand Jean Messia récolte 1,6 million d'euros pour le policier qui a tué Naël. Donc là, c'est un des projets que vous soutenez. Qu'on incube, tout à fait. Voilà. Vous m'avez répondu comment on devient candidat. J'ai très envie de vous demander, qu'est-ce qui ferait qu'on ne peut pas être candidat dans le nid? Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Il y a 2 critères qui nous font décider d'incuber ou non un projet. Le premier, ça va être son côté enraciné, qui défend le patrimoine français et européen. Le deuxième, ça va être aussi sa rentabilité. Parce qu'il faut que le projet, une fois passé par le nid, puisse être autonome, puisse continuer de manière viable. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être candidat au nid? C'est d'être contraire à nos valeurs, que je viens de citer, ou de ne pas avoir un modèle économique qui lui permet d'être autonome. Mais un modèle économique, j'ai lu sur votre site que vous indiquiez dans un éditorial que celui qui vient vous voir en se disant je vais trimer toute la journée et puis je me paierai un jour sur les bénéfices que je pourrais obtenir, c'est pas la bonne démarche parce qu'il faut concevoir que vous allez créer une entreprise et donc que vous devrez vous rémunérer sur cette entreprise, même si c'est modestement, mais il faudra intégrer cette donnée-là. Ça, c'est ce que j'ai lu sur l'éditorial. Ça m'a un peu surpris parce que l'effort, je pensais que la 16, c'était des notions qui pouvaient être intéressantes pour le nid. Bien sûr. On ne force pas les gens à s'engager à plein temps sur les projets, mais on remarque quand même que lorsque c'est juste un loisir, entre guillemets, les initiatives ne sont pas les mieux soutenues possibles. Donc on incite quand même à ce que les projets puissent avoir les moyens humains et financiers qui leur permettent d'être investis à plein temps. Ça veut dire que quand je suis candidat, vous m'avez pris tout à l'heure un exemple, j'ai un projet, et j'ai un projet, c'est pas seulement une idée, il faut que j'arrive avec ce que vous appelez sûrement des business plans, c'est-à-dire des plans de financement. Nous, on peut vous aider là-dessus, justement, parce que on a tous des bonnes idées, mais un projet, c'est très différent. C'est budgété, c'est un statut juridique, c'est un plan, une stratégie de marque, et de cette manière, le nid va fournir toute cette ressource aux porteurs de projets, qui bien souvent, lui, est concentré sur son cœur de métier, et c'est bien normal, et nous, on s'occupe du reste. On s'occupe du reste. Alors, il y a une possibilité aussi que j'ai vu apparaître dans votre dossier de presse, c'est celui de rejoindre votre réseau d'experts. Vous m'avez parlé d'une 30aine de personnes, et je me suis dit, après tout, j'ai aussi une expertise, est-ce que je peux la faire partager, et quels sont les critères pour être expert de ce nid? Bien, c'est d'avoir déjà la volonté d'être expert, de donner de son temps pour les projets. C'est d'avoir une compétence particulière sur un sujet. Par exemple, en propriété intellectuelle, quand vous voulez déposer une marque, il y a des points très concrets qu'il faut résoudre et le nid en interne n'a pas forcément ces compétences. Vous avez certainement un sujet en RH également, en comptabilité. Tout ce qui peut aider une entreprise, vous pouvez l'apporter à ses porteurs de projets. D'accord. Donc vous êtes à la recherche d'experts? Tout à fait. Donc il faut avoir une expertise dans un domaine particulier qui tient à ce créneau que vous occupez. Et puis d'un autre côté aussi, je me suis dit, c'est peut-être plus compliqué, mais qu'il y a des investisseurs. Tout à fait. Et quelles sont les conditions pour être investisseur? Est-ce que être investisseur, c'est aussi, on le voit bien pour TVL, ce sont des donateurs, mais nous faisons très attention à notre liberté. Et donc, est-ce qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui peut apporter ponctuellement une aide, mais qui peut aussi influencer
ou infléchir une ligne. Quels sont les critères de choix de ces investisseurs? C'est une bonne question, parce qu'il faut bien choisir ses investisseurs. Alors il y a deux types de profils investisseurs qu'on propose dans le nid. C'est les investisseurs privés, ceux qui veulent mettre leur argent dans des actions enracinées, au lieu de les mettre sur les marchés financiers qui sont désincarnés, et des fonds d'investissement amis. C'est les deux types d'investisseurs. Ces investisseurs, effectivement, vont prendre des parts au capital. De cette manière, ils vont avoir un pouvoir de décision sur votre entreprise, et il vaut mieux qu'ils correspondent à vos idées et à vos valeurs. Alors, ce qu'on conseille, c'est, si c'est une association, de faire appel à un fonds de dotation, et si c'est un fonds d'investissement, il va vous acheter un certain nombre de pourcentages de vos parts, mais il y a des manières, dans les statuts, de garder le pouvoir et le contrôle sur votre société. C'est pas les investisseurs qui font la loi? C'est possible qu'ils aient un pouvoir d'influence. C'est lui qui donne la béquille au nid? Ah, c'est vrai que pour qu'une entreprise fonctionne, elle a besoin d'argent. C'est la question que se pose TV Liberté, que se pose tout un tas d'organisations. Nous, on choisit de manière indépendante. Néanmoins, on a la chance d'avoir des investisseurs qui partagent nos valeurs. Et c'est ça l'intérêt de ne pas faire appel à un fonds d'investissement classique. Je reviens au fond de votre démarche. Vous avez parlé de notion d'enracinement. Vous cherchez, je le vois bien, à promouvoir une nouvelle forme d'engagement métapolitique. Vous avez utilisé le terme. Hein. Est-ce que c'est parce que vous ne croyez plus à l'engagement politique, tout court, à l'engagement militant, que vous proposez une autre forme d'engagement, l'engagement métapolitique, de votre génération, d'une génération, à travers l'entreprise? Bien, on parle souvent de Gramsci, de combat culturel. Je crois que l'entrepreneuriat peut être un moyen d'engagement métapolitique, en effet. Aujourd'hui, on a des partis politiques, on a des cercles de formation, on a des cercles de conférences, des librairies, mais je crois, nous sommes convaincus au NIC qu'on n'a pas suffisamment d'entreprises. Or, l'entreprise, c'est la vie des gens. C'est les moyens de consommation, c'est leurs habitudes. Et à travers ces entreprises, on peut aussi faire rayonner notre civilisation. Et c'est la conviction du NID qu'on peut faire de la métapolitique à travers l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez posé la question pourquoi ça n'existait pas? Quel était le blocage? Alors je pense un blocage psychologique, un blocage de nature. Voilà, on est attiré par la défense de la France, ça passe par le culturel, ça passe pas par l'économie, ça passe pas par l'entreprise. On laisse ça à d'autres, aux libéraux. C'est une remarque qu'on s'est posée aussi. Parce que je crois qu'il y a deux explications au fait que ça n'a pas été fait encore. C'est que politique et entreprises ne font pas forcément bon ménage, pour les banques notamment, qui sont défiantes à prêter de l'argent pour les projets patriotiques, comme on dit, et également le fait qu'on n'a pas forcément cet intérêt dans le milieu. On n'a pas forcément ce sujet-là qui nous vient en tête, et donc on est là pour répondre à ce besoin, tout simplement avec le nid. Lucas Chancerelle, moi j'écoute avec attention et beaucoup de respect cette initiative, et ce type d'initiative, je trouve très importante, et ça tout le monde en conviendra, je pense que ceux qui nous écoutent en conviendront comme moi. Je me dis, est-ce qu'on assiste vraiment à l'émergence d'un entrepreneuriat engagé, véritablement enraciné, ou est-ce que ce ne sont pas des mots que l'on met pour, eh bien, là encore, se singulariser? Parce que aujourd'hui, on le voit bien, le localisme, c'est un terme qui est un peu à la mode, mais qui est souvent lié à une pensée d'ailleurs altermondialiste. On voit bien que le fabriqué français est des fois... oui, comme le slip français. Si vous voulez, oui. Si vous voulez. Il y a beaucoup de choses dedans, mais pas forcément français. C'est moins qu'on puisse dire. Pas pour cette société-là. Si, je crois qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'entreprises enracinées qui correspondent aux valeurs de plusieurs millions de Français. Il suffit de voir les résultats électoraux pour comprendre que la société a besoin d'enracinement et de retour au local. Alors parfois c'est des arguments marketing, mais nous, ce sont des vrais actes, ce sont des vraies convictions, et les projets que nous accompagnons aussi. 16, 18 projets. Quand est-ce que ça s'arrête? On a pour objectif de faire 10 projets par an, pour l'instant, ce qui est un rythme ambitieux mais tenable. Et si jamais notre entreprise fonctionne, nous recruterons et nous passerons à une vingtaine de projets par an. Quelle est la demande de financement en moyenne? Alors ça dépend, si vous avez une association, on a des spectacles qui veulent simplement s'organiser pour faire une ou deux représentations. Donc là, c'est des besoins relativement faibles. Ou on a des grosses entreprises avec des antennes qui doivent se créer. En moyenne, je dirais que pour lancer une entreprise, financer les salaires et les différents coûts, on est sur l'ordre de 200 000 €
par entreprise. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Est-ce que, et quand on ne veut pas lier la politique à la métapolitique, ça revient quand même un peu, est-ce que le fait qu'il y ait aujourd'hui un fort vote patriote en France, qui s'observe dans scrutin après scrutin, est-ce que on retrouve une résonance, une concordance dans l'économie? Oui, je crois. 42% des Français votent Marine Le Pen. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a peut-être une aspiration à mettre en cohérence son vote et ses modes de consommation, sa vie quotidienne. Et l'entreprise, c'est l'acteur principal de cette vie quotidienne. Donc je pense qu'il y a un avenir pour ça. D'accord. Vous pensez que les électeurs patriotes qui se portent sur Madame Le Pen, M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, je vais en oublier M. Asselineau, M. Philippot et bien d'autres, ont conscience de ce que vous dites? Peut-être pas suffisamment. Peut-être pas suffisamment, et on est là pour leur dire aussi. Dernier point, le nid. Comment vous avez trouvé l'idée? Joli d'ailleurs, très joli, mais ça, vous avez changé les logos, etc. et tout. C'est pas ça. Comment ça vous est venu? C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Gauthier Brioude, notre fondateur. Et ça nous est venu tout simplement du fait qu'il y avait un besoin par rapport au logo, vous voulez dire, par rapport Non, par rapport au titre, au mot. Le nid, principe d'incubation, fait penser quand même à une certaine protection, un côté renfermé avec le foyer. Voilà, les poules, la pondeuse. Il y a plein de vocables comme ça qui sont liés à cet univers. Et on trouvait que ça correspondait bien. Eh bien, écoutez, voilà, Baudelaire disait, derrière les ennuis et les chagrins, heureux ceux qui, d'une aile majestueuse, peuvent s'élancer vers des champs lumineux et sereins. Bon, écoutez, du nid, il faut s'élancer vers des champs qui doivent être lumineux et sereins. Oui, c'est pas de moi, c'est de Baudelaire. C'est pour ça que c'est joli. Merci beaucoup à vous, Lucas Chancerelle. Merci, Martial.